La médecine intégrative, c'est l'intégration donc, de la médecine conventionnelle occidentale, moderne, avec tous les examens, tous les traitements hyper sophistiqués qu'on peut imaginer actuellement, et des médecines complémentaires qui sont plus des médecines traditionnelles, comme l'hypnose bien sûr, mais enfin surtout quand on dit médecine traditionnelle, on pense aux médecines traditionnelles indiennes ou chinoises qui ont des milliers d'années et qui nous offrent d'autres voies pour prendre en charge le patient. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, je rajoute un i ce matin puisque nous allons parler de notre santé intégrative. Et pour en parler, je reçois 2 cardiologues ce matin. Anastasia Sokolov, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes cardiologue coronarographiste, c'est ça ? Alors je l'ai été, mais c'est fini ? J'ai récemment arrêté. Vous posez plus de stent ? Non, c'est un choix. Depuis quand ? Depuis 6 mois. Et vous êtes alors cardiologue quoi ? Je suis cardiologue intégrative. Ça existe comme... en tout cas, moi je l'écris, mais oui. D'accord. Il y a une spécialité qu'on appelle la cardiologie intégrative. Eh ben, en tout on cas, est les pionniers. Ouais. Ah ouais. Bon, alors vous êtes formé à l'hypnose vous aussi, Tout à fait. au yoga et à la méditation. C'est ça, exactement. Bon, ça vous faites partie de cette nouvelle génération de praticiens et vous animez donc un podcast qui s'appelle... La médecine intégrative. Alors ça se passe comment ? C'est un numéro tous les combien ? Alors c'est tous les 15 jours, le lundi matin à 7h, avec un enregistrement d'une interview d'une demi-heure d'un médecin ou d'un paramédical qui pratique la médecine de façon un peu différente, en tout cas qui a intégré des médecines complémentaires dans son exercice pour avoir une prise en charge globale. Bien, je vous conseille le 4e épisode de votre podcast puisque votre invité est un invité exceptionnel. C'est le docteur Mathieu Bernard. Bonjour doc. Bonjour Philippe. Alors nous on l'appelle, chez nous c'est alias le docteur Punta. Oui. Voilà, donc oui. C'est ça, Doc. C'est ça. De moins en moins Punta, parce qu'en ce moment, vous avez levé un peu le pied, mais c'est le docteur Punta. Vous êtes cardiologue, spécialiste de l'hypnose, et vous êtes formé à plusieurs thérapies brèves, dont la PNL. Alors, j'étais très jaloux, parce que dans le podcast d'Anastasia, vous expliquez comment vous avez été formé à l'hypnose et comment vous avez pratiqué l'hypnose de rue, puisque vous ne pouviez pas attendre votre formation, et vous êtes allé pratiquer dans la rue. Et c'est un sujet d'actualité ces dernières semaines, puisque maintenant, certains se servent de l'hypnose pour dépouiller les gens. Vous avez vu ça ? J'ai pas vu ça, non, mais c'est connu de longue date. Mais ça dépend, parce que vous avez vu ça où ? Ça a été rapporté, ça a été filmé ? Non, ça a été filmé. La semaine dernière, il y a eu un fait divers, notamment, où on se servait d'hypnose pour aller dépouiller les gens. Alors, il y a un hypnotiseur mentaliste anglais très connu qui s'appelle Darren Brown, qui est allé à New York puisqu'il était moins connu là-bas et qui est allé voir plusieurs commerçants et leur a réglé le montant de ce qu'il achetait avec des papiers blancs. Incroyable. Je vais aller faire mes courses avec vous plus souvent. Je crois, docteur. Bien, qu'est-ce qu'on appelle la médecine intégrative ? Alors, la médecine intégrative, c'est l'intégration donc, de la médecine conventionnelle occidentale, moderne, avec tous les examens, tous les traitements hyper sophistiqués qu'on peut imaginer actuellement, et des médecines complémentaires qui sont plus des médecines traditionnelles, comme l'hypnose, bien sûr, mais enfin surtout, quand on dit médecine traditionnelle, on pense aux médecines traditionnelles indiennes ou chinoises qui ont des milliers d'années et qui nous offrent d'autres voies pour prendre en charge le patient. Alors on a quoi ? On a les médecines, on va dire, d'un côté conventionnel, comment on dit ? On n'a pas encore vraiment de vocabulaire dédié, donc parfois on tâtonne un petit peu, mais effectivement on dit plutôt d'un côté conventionnel, de l'autre côté complémentaire ou alternative. Le problème d'alternative, c'est que du coup on peut se dire qu'on n'a pas besoin de la conventionnelle et que c'est une alternative complète, ce qui n'est pas le cas, c'est complémentaire. Et aujourd'hui on ne peut plus dire médecine douce ni médecine parallèle. Médecine douce, effectivement, c'est un terme un peu bizarre, quoi. C'est comme quand on dit drogue dure, drogue douce. Il n'y a pas de drogue douce, il n'y a pas de médecine douce non plus. Donc non, c'est pas mal, mais c'est moins compréhensible, je trouve. Après, c'est une opinion personnelle, hein. Il y a encore beaucoup de gens qui utilisent médecine douce. Médecine parallèle, si on réfléchit, oui, pourquoi pas, hein. Bon, parallèle, c'est pareil, ça fait c'est un peu ésotérique, je trouve. Mais encore une fois, c'est une opinion personnelle. Je trouve que complémentaire, c'est vraiment pas mal. Ça veut clairement dire ce que c'est, quoi.
Beaucoup de médecins doivent pratiquer cette approche sans le savoir d'ailleurs. Exactement. C'est vrai que j'ai plusieurs auditeurs qui m'ont dit oui, en fait, c'est moi. Ça. C'est de la médecine dont tu parles. Ouais. La prise en charge globale du patient, etc. Oui. Mais malheureusement, c'est vrai que quand on parle de la médecine conventionnelle, c'est vraiment... c'est tellement surspécialisé maintenant et c'est tellement... déjà, on a une spécialité par organe, mais dans chaque organe, on a des façons très spécialisées de travailler sur telle partie de l'organe avec telle imagerie, telle prise de sang, etc. Très technique. Et donc, du coup, c'est vrai que les médecins peuvent avoir tendance un petit peu, si on s'éloigne de l'essentiel, à d'être vraiment focalisés, d'avoir la tête dans le guidon et de s'occuper de leur organe. Alors qu'on oublie parfois que tout fonctionne ensemble, en fait. Si on prend votre spécialité à tous les deux, la cardiologie, c'est vrai que ça c'est quand même beaucoup, alors peut-être pas mécanisé, mais il y a beaucoup de technologie technicisé, aujourd'hui. Oui. Ouais, technicisé, il faut quand même le dire. Aujourd'hui, en cardio. C'est ça, comme la pose de stent, justement, entre autres. Mais c'est essentiel, hein. C'est pour ça que dans médecine intégrative, on ne renie absolument pas les avancées technologiques et le fait qu'on sauve des vies. C'est juste qu'on peut aussi prendre en charge la globalité. D'accord, avec ça, vous, Mathieu? Oui, complètement. C'est ce qui attire aussi les jeunes médecins. Quelles que soient les spécialités maintenant, les jeunes médecins ont plutôt tendance à se diriger vers la technicité et finalement à s'éloigner de la relation, qui reste pourtant, à mon sens, prédominante dans tout soin. Mais la technicité, ça veut dire que c'est des machines qui font beaucoup de choses à votre place quand même. Pas forcément, non. Quand on voit les lasers, quand on voit tout ça. Oui, mais il faut appuyer sur le bouton pour déclencher le laser quand même. Non, après, moi, j'ai l'impression j'ai l'impression qu'un chirurgien, c'est un mécanicien, mais qu'aujourd'hui, la médecine moderne, elle est quand même de moins en moins mécanique. Alors, moi, je suis pas entièrement d'accord. Après, quand on parle vraiment de laser et de choses comme ça, effectivement, il y a plus le côté humain, c'est plus la recherche qu'il y a derrière et la mise en place de tout le processus, le produit. Après, mais ça reste quand même marginal, hein, tout ce qui est chirurgien ou médecin ou tous ceux qui font les fibroscopies, les coloscopies, la pose de stent, il y a un humain vraiment à 100% qui fait le geste. Voilà, qui est derrière. Mais est-ce qu'on peut pas imaginer qu'un jour il y aura plus d'humains pour le faire? On peut tout imaginer. Si, ça commence déjà. Alors pas dans la mise en place des stents encore, mais ça arrivera peut-être. Dans l'ablation, alors il y a quelques rares services qui sont équipés, mais on se retrouve avec des aimants, un champ magnétique qui vient diriger. Le médecin a juste un joystick, mais on pourra imaginer encore une amélioration. Et en fait, le guide est manié grâce aux aimants et au joystick. Et on est à distance du patient, donc on évite de recevoir des rayons X quand on est médecin. D'accord. Un joystick, pour ceux qui ne pratiquent pas les Game Boy, qu'est-ce que c'est? C'est une manette. Ça vous parle bien, une manette? Une petite manette. C'est une petite manette. Donc voilà, quand on doit faire un geste au niveau cardiaque, mais sans ouvrir la poitrine, en passant par une artère ou une veine, au lieu d'être vraiment au niveau du patient et à pousser à la main le petit, on va dire le bitonio, comme ça tout le monde comprendra, que l'on doit amener, c'est pas mal, ouais. Que l'on doit amener au niveau des cavités cardiaques ou des artères du cœur, au lieu de le faire juste à côté du patient, on est dans une salle à côté. On peut même imaginer que le patient soit à New York et que le médecin soit à Paris. C'est déjà arrivé en matière de chirurgie, qu'on ait une séparation géographique et donc on manipule à distance. Vous faites tous les deux partie de la nouvelle génération des praticiens. Hein. Est-ce qu'on aborde cette question de la médecine intégrative à la fac de médecine ou pas du tout? Alors Mathieu sera un peu plus amène de répondre. Alors vous sortez de l'école quand même, Anastasia. Oui, mais parce que du coup, c'est vrai que tu es déjà un petit peu impliqué dans la formation de médecine un peu intégrative, en tout cas de communication, etc. On a une logique en France qui est celle du concours de l'internat, qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle l'ENC ou l'ECN, l'examen national classant, et qui a toujours été, même à mon époque quand ça s'appelait encore l'internat, qui est le point de mire de beaucoup d'étudiants en médecine, puisque en fonction de son classement, on va pouvoir choisir une ville et choisir une spécialité, ce qui va conditionner pour beaucoup notre avenir professionnel et du coup personnel. Et donc on ne s'intéresse pas tellement à tout ce qui sort du programme de l'internat, parce que ça va nous prendre du temps, ça ne nous permettra pas d'engranger des points lors de ce concours. Et donc tout ce qui ne sert pas cet objectif est laissé de côté.
Ce qui est malheureux, mais ce qui permet, une fois qu'on a passé ce sacro-saint concours et que l'on découvre l'exercice de la médecine par compagnonnage, comme c'est censé être enseigné, eh bien là, on va toucher du doigt la relation patient-soignant. Mais ce qui veut dire aujourd'hui, dans les études de médecine, on envisage rarement le patient dans sa globalité. Ah oui, tout est segmenté puisqu'on va avoir des cours de gastro-entérologie, des cours de cardiologie. Et puis comme on n'a pas les connaissances, on n'a pas encore le programme au début de nos études, c'est vraiment à la fin de sa préparation de l'internat qu'on est capable de faire des connexions entre ah bah oui, si j'ai une complication cardiaque là, il peut y avoir un retentissement à tel endroit et ainsi de suite. Mais au début, on touche pas ça du doigt puisqu'il nous manque un vaste champ de connaissances. Oui, c'est normal. Les patients qui viennent vous voir aujourd'hui, est-ce qu'ils sont toujours en demande de cette fameuse ordonnance qui va leur donner des médicaments et qui va soigner le symptôme, ou est-ce qu'ils veulent plus, Anastasia ? Ils peuvent avoir tendance à s'attendre à ça en tout cas, et parfois quand on essaye d'élargir un petit peu la conversation, etc., à être plutôt agréablement surpris en fait. Donc c'est vrai que ils sont en demande d'être écoutés, et quand on arrive à avoir le temps de les écouter, ce qui n'est pas toujours le cas, même pour les meilleures volontés, ils sont ravis, et dans ces cas-là, ils vont chercher au-delà des médicaments. Mais ils s'attendent, pour la plupart en tout cas, à un exercice, on va dire, traditionnel de la médecine. En quoi ça consiste, une consultation de médecine intégrative ? Eh bien, la consultation de médecine intégrative, on va commencer par l'élément principal, il faut du temps. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué à mettre en place dans les exercices quotidiens, les exercices à l'hôpital public ou en clinique pour des problématiques différentes. Quand vous dites du temps, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que certains spécialistes peuvent avoir des consultations qui sont prévues par exemple d'une demi-heure, 20 minutes, voire un quart d'heure. Et même pour les généralistes aussi d'ailleurs, et ça c'est pas suffisant pour faire le tour de la question. Donc déjà pour le tour de la question de l'organe pour lequel on consulte, c'est compliqué. Alors si on veut faire le tour de la question du contexte, de l'environnement social, des problématiques de sommeil, de nutrition, etc., au moins les aborder, un quart d'heure ça suffira pas. Donc ça veut dire qu'il faut à peu près combien de temps pour déjà avoir une idée ? Alors il faut au minimum 1 heure, je pense, de consultation. Donc c'est un minimum. Oui, au minimum. 2 heures, c'est pas mal. Vous connaissez le temps moyen d'expression d'un patient avant que le médecin ne l'interrompe pour poser une question ? C'est 16 secondes. Comment vous savez ça ? C'est une étude du Conseil de l'Ordre. D'accord. C'est un temps moyen. Et le médecin l'interrompt en disant quoi ? En général, posant une question. En posant une question, mais donc... Or, la même étude a montré que si vous ne coupiez pas le patient, il s'interrompait de lui-même avant la 2e minute. Avec beaucoup de... Oui, ça lui parce laisse qu'il a 1 minute 57 en plus pour dire des choses. Ouais. Ce qui veut dire qu'en fait, les patients n'ont pas le temps de s'exprimer et d'expliquer pourquoi ils viennent, quoi. C'est-à-dire qu'on a des questions types qui vont amener les réponses qu'on veut avoir. C'est-à-dire, par exemple, quand on caractérise une douleur, soit on laisse le patient s'exprimer et raconter sa version de la douleur, soit on va lui dire, bon, ok, alors du coup, ça fait quoi ? Ça pique, ça serre, ça tire, ça dure combien de temps ? Sur une échelle de 0 à 10, il y a combien ? Bon, du coup, comme ça, c'est fait en 10 secondes. Alors que si on le laisse s'exprimer, il pourra peut-être utiliser d'autres choses et prendre des chemins détournés et puis pouvoir en tout cas extérioriser peut-être de façon un peu plus efficace, mais ça prendra plus de temps. Alors on parle de médecine intégrative ce matin avec Anastasia Sokolov qui est avec nous. Elle est cardiologue et animatrice du podcast La médecine intégrative. Et à noter que vous êtes formés, vous, à l'hypnose, en yoga et en formation. Et c'est ce qui vous réunit tous les deux. En méditation. Docteur Bernard, sur la... J'ai dit quoi ? Vous avez dit elle est formée en formation. En formation. Vous n'êtes pas encore formé en formation, Anastasia ? Et le docteur Mathieu Bernard est avec nous aussi, cardiologue. Et vous aussi, vous êtes formé en hypnose. Qu'est-ce que, par exemple, la pratique de l'hypnose a changé à chacun de vous deux, à la façon dont vous êtes cardiologue ? Anastasia. Ça a changé les consultations, justement, l'écoute du patient, la façon de s'adresser au patient. Je pense que l'hypnose, ça rentre dans la grande famille où on peut avoir aussi tout ce qui est communication non violente, PNL, etc. Enfin, ça reprend. Enfin, les principes sont quand même les mêmes au niveau fondamental. Et donc, en fait, c'est rejoindre le patient là où il est et savoir s'adapter à
à sa personnalité, à la façon dont lui va pouvoir comprendre et intégrer l'information. De même que ça va apprendre à l'écouter et à prendre son temps, tant que possible. Mathieu? Un exemple, je vois une patiente en hypnose, adressée par sa sœur, et elle me recontacte en me disant « ça s'est super bien passé, merci, j'ai retrouvé le sommeil, je n'ai plus mes angoisses. En revanche, je dois retourner à l'hôpital et je pense qu'une deuxième séance sera nécessaire. » On prend rendez-vous pour une deuxième séance et 48 heures plus tard, elle vient me voir, mais cette fois-ci, non pas en hypnose, mais en cardiologie. Et là, elle a besoin d'un deuxième avis parce que ce qu'elle ne m'avait pas dit, c'est que le bilan dont elle devait bénéficier à l'hôpital était un bilan de cardiologie et qu'on lui a trouvé finalement une atteinte cardiaque que personne ne soupçonnait. Et le médecin qui l'a vu lui a dit ce que vous avez est irréversible, vous allez prendre un traitement à vie. Elle a 50 ans. Elle lui dit mais expliquez-moi qu'est-ce que j'ai. Votre cœur est fatigué. Fatigué, ça veut dire quoi? Votre cœur est à bout de souffle, il est en fin de vie. Voilà ce que cette patiente de 50 ans a pu entendre de la bouche d'un cardiologue. Ce qui est extrêmement maladroit, puisque je l'ai vu 2 jours plus tard, où j'ai pu apaiser ses craintes et ses angoisses, lui redonner de l'espoir, parce que c'est un jugement vraiment définitif de dire que c'est irréversible. On ne sait pas ce qu'elle a. Elle est encore au début du bilan. Et puis s'entendre dire votre cœur est en fin de vie. Oui, ouais. C'est atroce. Essoufflé, on l'entend, mais en fin de vie. Et donc, ce praticien n'aurait pas tenu de tels propos s'il avait été formé à l'hypnose, je pense. Parce que c'est pas intentionnel de sa part, mais c'est extrêmement violent, extrêmement maladroit. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette formation-là en médecine. On nous apprend pas tout ce côté. Alors, il peut y avoir des formations en annonce diagnostique, mais qui va plutôt être dispensée aux cancérologues, puisque là, on a des diagnostics qui sont assez lourds de conséquences. Non pas que ce ne soit pas le cas en cardiologie, mais en cardiologie, on a la chance d'avoir énormément de thérapeutiques efficaces, que ce soit des médicaments, des prothèses, des mini-ordinateurs comme les pacemakers. Ça va jusqu'au cœur artificiel et à la transplantation. Donc c'est graduel en plus. C'est-à-dire qu'on a... L'arsenal thérapeutique est large. Il est très large, immense. Bien plus que notre arsenal militaire d'après le rapport du Parlement. Et au bout de 2 jours, on n'a plus de missiles en cas de guerre à haute intensité. C'est quand même incroyable. Parlons de médecine. C'est plus intéressant, moi, je crois. Et donc oui, on a un arsenal et qui est graduel. Donc on va commencer par des médicaments. Si le premier ne marche pas, on va en rajouter un deuxième, un troisième. Puis on va passer au pacemaker. Et puis éventuellement à l'assistance circulatoire, les cœurs artificiels, avant d'aller à la transplantation. Donc on a toujours de l'espoir à donner aux patients, et c'est comme ça que moi je conçois mon métier de cardiologue. J'ai un patient qui arrive stressé à ma consultation, avec plein de questions, avec une anxiété vis-à-vis de son avenir, de ses symptômes, de ce qu'il va pouvoir devenir. Et je suis content quand j'ai pu rassurer le patient et que celui-là ressort avec le sourire. Et encore une fois, c'est comme ça que je conçois mon métier. Anastasia, vous êtes confrontée à l'oncologie. À un moment donné, vous auriez pu vous orienter vers l'oncologie. Oui, tout à fait. Mais pourquoi vous vous êtes pas orienté vers l'oncologie? Pourquoi? Parce que là, quand on parle de médecine intégrative, mais en c'est vraiment une spécialité, l'oncologie, où on peut vraiment faire beaucoup de choses. Oui. Et pendant tout mon externat, j'ai cru que j'allais faire oncologie. Donc j'ai fait donc l'externat, c'est les 6 premières années avant le fameux concours. Et donc j'ai fait pas mal de stages de terrain dans les différents services d'oncologie, que ce soit en gynécologie, en neurologie, etc. Mais à chaque fois axé vers le cancer. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après le concours, j'avais un dernier stage à faire et je l'ai fait dans un service que j'avais adoré, qui était l'oncologie digestive, et où j'avais passé un super stage. Du coup, j'y suis retournée. Et en fait, j'avais passé le concours, donc j'avais levé un peu la tête du guidon, et je me suis dit... non, c'est dur quand même. C'est dur. Non, mais c'est bien de le dire. C'est bien de le dire, de se confronter peut-être aussi à des limites. Mathieu parlait de riposte gradée. En oncologie, c'est aussi quand même une spécialité où on va partir les gens. C'est ça. Et c'est quelque chose qui était difficile pour vous. C'était surtout, j'ai fait mon mois dans l'hospitalisation de cancer du pancréas, donc qui est un des cancers avec un pronostic les plus sombres. Et donc du coup, je me suis un peu remise en question à ce niveau-là, et je me suis dit oui, quand même là, je suis pas sûre de vouloir être confrontée à ça toute ma vie.
Après, justement, on n'a pas toutes les données, on ne sait pas tout l'exercice qu'on peut faire. À chaque fois, on peut faire de la consultation, on n'est pas obligé de faire l'hospitalisation de fin de vie de cancer de pancréas. Donc j'aurais pu continuer là-dedans et puis du coup me dire je vais faire du cancer du sein qui se guérit quand même pas mal, voir des patientes en ville ou quelque chose comme ça. Bon, du coup, j'ai remis en question tout mon choix. Voilà. Et j'ai dit, je vais faire cardio. Non, j'ai fait ophtalmo d'abord. Ah ouais. Ophtalmo, ça a la réputation d'être bien payé. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. C'est vrai ? Et puis finalement, au bout de 6 mois, je me suis dit, non, vraiment, en tout cas, ça m'intéresse pas suffisamment. Non, l'argent, je n'ai pas ce prix-là finalement. Voilà. Bon, c'est très bien l'ophtalmo. Pour en revenir sur la technicité dont on parlait tout à l'heure et sur les patients qui partent, la Société française de cardiologie a réalisé une étude récemment sur l'impact du décès des patients sur les médecins et notamment les cardiologues. Et le résultat, c'est qu'en cardiologie, on a atteint justement un tel degré de technicité avec tellement de solutions que lorsque les patients finalement décèdent, c'est vécu comme un réel échec par les cardiologues. Et il y a une énorme remise en question et donc une énorme souffrance de la part des cardiologues. Alors l'étude a été faite conjointement par d'autres sociétés savantes. Je crois qu'il y avait les neurologues aussi. Mais en tout cas, particulièrement sur le plan de la cardiologie, on a tellement de solutions à proposer que lorsque malheureusement les solutions ne fonctionnent pas, ça impacte fortement le personnel soignant. Voilà, le personnel soignant. Qui le vit comme un vrai échec. Exactement. Alors, Anastasia, à part l'hypnose, vous êtes formée à quoi en plus ? Alors, à la réflexologie, ce qui m'a ouvert... La réflexologie, c'est les pieds, c'est ça ? Alors, c'est les pieds, c'est les mains, c'est le visage. Et en fait, c'est une des branches de la médecine traditionnelle chinoise, si on veut. Et donc, du coup, je commence à m'intéresser à la médecine traditionnelle chinoise. Je suis en cours de formation à la yoga-thérapie. Donc, c'est-à-dire du yoga, mais vraiment avec la recherche derrière la posture, derrière la méditation, qu'est-ce que ça apporte vraiment au niveau physiologique. Il y a des centres de yoga-thérapie en France, il faut le dire. Oui, alors il y a l'institut de formation et il y a des hôpitaux qui ont des consultations de yoga-thérapie, principalement pour la douleur, mais il y a des cours de yoga dans certains hôpitaux parisiens, en rhumato, en cardio aussi, pour l'hypertension artérielle, ça a déjà été fait. Et ça va probablement débuter là où je travaille bientôt, du coup. Donc voilà. Hypno, yoga thérapie, quoi d'autre ? Donc réflexo. Hein. Et après méditation, je n'ai pas fait de formation MBSR en méditation. J'ai pratiqué la méditation, alors pleine conscience pour moi, mais surtout au niveau de ma formation, c'est dans la formation de yoga thérapie, parce qu'il faut savoir que le yoga, c'est quand même de la méditation initialement. Vous, Mathieu ? Alors, vous êtes formé en quoi en plus de la cardio ? À l'hypnose, à la cohérence cardiaque, aux stimulations bilatérales alternées, ce que les gens connaissent sous le nom de MDR, mais ça va un peu plus loin que le MDR. Alors le MDR, pour tout le monde, c'est les mouvements des yeux, non ? C'est la désensibilisation et reprogrammation par les mouvements oculaires. Et c'est une technique qui permet plusieurs choses, qui permet d'enlever la charge émotionnelle qui est associée à un événement de façon à avoir une analyse un peu plus critique et un peu moins émotionnelle. Et donc qui permet de digérer le traumatisme. Vraiment, moi j'ai un conseil, il faut vraiment aller voir un professionnel de l'EMDR, parce qu'il y en a beaucoup qui gravitent, qui font plus de cata que de bien. Donc, non mais il faut le dire. Il faut le dire, mais c'est comme pour tout, ce sont des outils et après, on peut faire du bien avec un outil. Comme je le dis souvent, un marteau, c'est parfait pour planter un clou, mais c'est aussi parfait pour défoncer un crâne. Donc, vous parliez de ceux qui dépouillent des passants avec de l'hypnose. L'hypnose reste un outil et tout dépend de l'intention qu'on a derrière l'utilisation de cet outil. Et puis, je suis formé en EFT aussi. EFT, c'est les techniques de libération émotionnelle. D'accord. C'est une technique qui utilise la stimulation de points d'acupuncture simplement en tapotant, comme ceci, tout en récitant des litanies centrées sur le problème. Et ça permet aussi, un peu comme la stimulation bilatérale alternée, de libérer les émotions, d'enlever toute la charge émotionnelle qui nous empêche d'avoir une analyse rationnelle, en fait, de la situation. Et la PNL ? Et la PNL, comme je l'ai dit dans le magnifique podcast La médecine intégrative d'Anastasia Sokolov, j'ai initié une formation en PNL et puis je me suis rapidement confronté à son orientation coaching plus que soin.
Et je veux pas encore faire du coaching, mais ça viendra peut-être. Non, mais c'est la vraie question. Ceux qui vous écoutent doivent se dire, mais pourquoi vous, qui avez fait des études de cardio, vous allez vers des activités, spécialités qui sont moins nobles? C'est pas moins noble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la chance d'être cardio. Qu'est-ce que vous allez faire, du coaching ou de la PNL? Parce que les patients en ont besoin. Mais expliquez-nous ça. Parce que alors moi, je l'ai vécu comme une frustration au départ. Donc j'ai un patient qui vient me voir avec des symptômes de la sphère cardio-thoracique, pour lequel je fais un bilan adapté, parce que ce que je défends aussi, c'est qu'avant de dire que c'est un problème d'inconscient, d'esprit, et que c'est dans la tête, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas un problème organique, donc une maladie. Et donc on va faire un bilan qui en général est adapté en fonction des symptômes que l'on a. Parce que vous nous demandiez, mais qu'est-ce qui se passe dans une consultation de médecine intégrative? Je pensais que la question allait être, qu'est-ce qui se passe dans une consultation de médecine? C'est une enquête policière, moi c'est comme ça qu'on me l'a enseigné. Donc, c'est l'anamnèse. C'est l'anamnèse, mais après, on va étudier la scène de crime qui est l'examen clinique. Et puis, on va faire un Holter-ECG qui va être la mise sur écoute du suspect, etc., etc. Puis parfois, quand on fait un électrocardiogramme, on tombe sur une anomalie, et ben, c'est un flagrant délit. C'est une enquête policière, on cherche le coupable. Et une fois qu'on a trouvé le coupable, on va le juger et le condamner. Et donc, je reviens sur mes... Sur pourquoi vous êtes-vous perdu dans l'hypnose, Mathieu Bernard? Voilà, pourquoi? Dans la je me suis pas perdu. Pas perdu. Parce que le patient arrive, on fait le bilan adapté, il arrive que ce bilan soit normal. Donc moi, j'étais ravi de dire au patient, mais écoutez, votre cœur va bien, c'est super. Et il y a le patient qui a juste besoin de l'entendre, ça y est, il est rassuré, il a fait tous les examens, tout va bien. Et puis il y a celui qui vous dit, bah ok, mon cœur est normal, mais moi j'ai toujours mes palpitations, j'ai toujours mes douleurs, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je lui ai dit, moi, mais écoutez, je suis au maximum, je peux plus rien pour vous. Et c'est une frustration que d'avoir un patient et de pas pouvoir le soulager. Et de voir le patient repartir aussi ou plus angoissé qu'il ne l'était en arrivant. Donc, il fallait que je trouve autre chose en complément. Je vais pas abandonner la cardiologie, je vais proposer quelque chose en plus qui, moi, va me satisfaire parce que j'arriverai à soulager le patient en face de moi. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé comme ça que je suis arrivé avoir d'autres formations, Exactement. D'autres outils dans votre sacoche. Avec sur ce plateau deux cardiologues, Anastasia Sokolov qui est avec nous, cardiologue intégrative et animatrice du podcast La médecine intégrative. Combien vous avez bu de café ce matin? Combien j'ai bu de café ce matin? Ouais. 2, 3. 2, 3 3? Oui. C'est bon pour le cœur, le café? Le café, ça peut même avoir un rôle protecteur jusqu'à 4 tasses par jour. C'est vrai? D'où vient cette idée que le café, c'est mauvais pour le cœur? Parce que il peut y avoir des excès de la caféine, ça fait tachycarder un petit peu, ça fait augmenter la fréquence cardiaque. Donc ça peut être ressenti, après c'est selon la sensibilité de chacun. Mais oui. En tout cas, moi ce que j'ai appris via mes collègues qui avaient fait des études ou qui avaient lu des études là-dessus, parce que je ne les ai pas lues personnellement, c'est que jusqu'à 4 tasses par jour, c'était même plutôt cardioprotecteur. On a une cardiologue qui a bu 3 cafés ce matin avant de venir à l'émission, donc au moins, voilà, pour ceux qui aiment le café. Et le docteur Mathieu Bernard est avec nous, lui, il est cardiologue spécialisé. Et je n'ai bu aucun café. Vous, non. Mais vous avez un autre défaut, docteur Bernard, c'est que vous aimez les piqûres. Oui. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui aimaient les piqûres. Si. Et comme vous m'avez reproché d'avoir tout confié sur le podcast et rien à vous, je vais vous expliquer. Pourquoi vous aimez les piqûres? Pourquoi j'aimais les piqûres petits? Je pouvais rien avaler, tout ressortait. Les moindres comprimés ressortaient par là où on l'avait mis. Les suppositoires, c'est pareil, on n'arrivait pas à les mettre. Vous me posez des questions, vous voulez des révélations. Il y a des choses que je préfère que vous disiez à Anastasia. Et bon. Donc, j'ai eu une infirmière extraordinaire qui... donc, on devait me soigner avec des piqûres. J'ai reçu des piqûres d'immunoglobuline, si vous voulez tout savoir, puisque je faisais des infections à répétition. Et cette infirmière me faisait faire tous les animaux de la ferme. J'avais 6 ans, 4-5-6 ans. Donc elle me disait comment on fait la vache, comment on fait le coq, comment on fait, etc. Et on passait en revue tous les animaux de la ferme. Jusqu'à ce qu'elle me demande comment on fait le cochon. Et donc là, moi, j'étais mort de rire et je faisais le cri du cochon que je ne vais pas faire sur votre plateau. Et à ce moment-là, j'étais mort de rire et c'est là qu'elle me piquait. Mais en fait, c'est de l'hypnose. Voilà. C'est comme ça que vous êtes... En fait, elle faisait déjà de l'hypnose, je ne le savais pas. Et du coup, j'adorais les piqûres avec elle.
On parlait des maladies chroniques tout à l'heure. Comment est-ce qu'on prend en charge des maladies chroniques en médecine intégrative ? Alors, Et quand je parle de maladies chroniques, ça peut être de diabète, ça peut être exactement, voilà, dans c'est vraiment les maladies qui peuvent être cardiovasculaires. fatigantes pour les patients, Qui impactent leur quotidien et qui sont parfois lourdes à porter. Alors c'est pas que, enfin c'est la médecine intégrative, c'est pas, encore une fois, c'est pas ésotérique, hein, c'est de la médecine qui prend en charge le patient globalement. Donc ça peut être fait dans les hôpitaux même sans qu'on appelle ça de la médecine intégrative. C'est par exemple faire ce qu'on appelle des consultations d'annonce. Donc pas dire juste comme ça au coin du lit, au coin de la table, vous avez une insuffisance cardiaque, justement votre cœur est fatigué, tout ça. Il y a vraiment, comme en oncologie maintenant, on appelle ça une consultation d'annonce, et c'est donc il y a des formations et on prend en charge le patient, on lui explique les choses avec la volonté que ça soit bien compris, bien entendu, et de lui expliquer les choses, une information claire, loyale et appropriée. Et ensuite, sur le parcours, les choses sont de mieux en mieux organisées maintenant. Donc, c'est prévoir avec lui, prévoir d'être rencontré par plusieurs spécialistes. Donc, par exemple, la diététicienne, un kiné, faire un accompagnement. Alors, si on veut vraiment aller dans la médecine intégrative avec une prise en charge complète, dans ces cas-là, il faut prendre en charge tout le cadre de vie et faire des recherches, même, comme je disais tout à l'heure, au niveau du sommeil, au niveau de la nutrition poussée, au niveau de l'environnement social et de l'habitat. Ça serait vraiment le meilleur pour vraiment adapter et que ça soit le plus simple possible pour lui de vivre normalement avec sa maladie. Vous, docteur Bernard, comment est-ce que vous entendez, vous, cette prise en charge intégrative ? Vous me piégez, là. Si vous voulez réfléchir, je peux repasser sur notre... Non, ça y est. Moi, j'accorde énormément d'importance à l'inconscient. Et donc, dans cette prise en charge intégrative, j'associe vraiment le corps et l'esprit, l'organe et l'esprit. Et donc, on va travailler là-dessus. Et parfois, on a des surprises, c'est-à-dire que les symptômes sont présents. Il ne s'agit pas de se dire que c'est dans la tête du patient. Les symptômes sont réellement ressentis. Et c'est une façon pour l'inconscient de dire que quelque chose ne va pas dans la vie de la personne. Donc c'est un défaut d'alignement entre ce qu'elle aime et ce qu'elle fait, une sorte de dissonance cognitive. Et bon, là, je vous prends un exemple, mais sur le diabète, oui, il faut des prises en charge pluridisciplinaires sur ce type de maladie chronique. On sait, alors pour les diabètes de type 2 qui apparaissent avec l'âge, on sait que chez des patients qui sont en surpoids, si on réussit à leur faire perdre beaucoup de kilos, on va avoir une nette amélioration des chiffres de taux de sucre et qu'on pourra très certainement diminuer la prise de comprimés, voire d'insuline. Le problème, c'est que la chair est faible, l'homme est un petit peu fainéant et que les gens préfèrent finalement avaler un comprimé plutôt que de faire des concessions sur l'alimentation. On en revenait à la fameuse ordonnance tout à l'heure. Il y a un élément dont tout le monde parle aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un phénomène de mode ou c'est aujourd'hui devenu vraiment une façon de soigner ? C'est la méditation de pleine conscience. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méditation de pleine conscience ? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde en parle tellement ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a un programme qui s'appelle MBSR, donc Mind Based Reduction Stress, la réduction du stress par la méditation. Et donc ça, c'est un programme qui a été fait en fait par un médecin déjà, donc dans les années 70 aux États-Unis. Et donc c'est un programme de méditation qui est laïque. Donc ça, c'est déjà pas mal parce que effectivement, on peut être parfois dérangé par le côté un peu spirituel de la méditation tel qu'on l'imagine. Donc c'est un programme qui est laïque et qui a été fait pour les patients des hôpitaux. Et qu'est-ce que c'est ? C'est se mettre dans un état d'accueil. Et ça, c'est vraiment bien pour les pathologies chroniques. C'est se mettre dans un état d'accueil de cette pathologie, être présent à soi, se reconnecter avec ses sensations, avec son corps et accepter ce qui se passe pour ne pas être en lutte contre ce qui se passe. C'est-à-dire que, par exemple, si on a une pathologie rhumatologique et qu'on a des douleurs,
les accepter, ça veut pas dire baisser les bras, ça veut pas dire que ça y est, c'est foutu et que bon, bah, on accepte et puis on va traîner ça. Non, ça veut dire qu'on va vivre avec et qu'on va vivre le mieux possible avec en les prenant en compte. Voilà, en disant, ok, bon, bah, il y a le balayage corporel dans la méditation, donc on fait du bas en haut ou de haut en bas, en faisant attention à chaque partie, avec son esprit, on se focalise sur chaque partie, on voit comment ça va, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va pas bien, est-ce que c'est neutre. Et donc du coup, ça va nous permettre de faire l'état des lieux, de l'accueillir, de l'accepter et de faire avec, et de faire bien avec. Et ça peut vraiment changer le quotidien. Vous, sans dévoiler un secret, puisque vous l'avez raconté, hein, vous avez commencé la méditation de pleine conscience à un moment donné où ça allait pas très bien chez vous. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement ? Ça m'a apporté... qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ça m'a apporté justement la présence. C'est se reconnecter, se réassocier. C'est-à-dire que parfois, quand on va pas très bien, on est dissocié, on est dans le déni, on fait l'autruche. Et en fait, d'accepter les choses et donc de réassocier le corps, l'esprit et de s'écouter à nouveau et donc de pas être complètement sorti de son corps, de ses émotions, que ça soit physique ou mental. Parce que quand on va pas très bien, parfois, on est dans le déni de son corps. Parfois, ceux qui font des gros burn-out, ils sont dans le déni jusqu'à ce qu'à un moment, ils puissent carrément plus se lever. Ils n'ont plus de choix, oui. Voilà, ouais. Exactement. Et c'est pareil au niveau des émotions. On peut en fait se faire une carapace, ce qui arrive pas mal aux médecins justement qui ont tendance à se protéger au niveau des décès, des choses comme ça. Donc on se fait une espèce de carapace et on refuse de ressentir ce qui se passe réellement. Et en fait, ça se passe tout ça, que ce soit les douleurs, que ce soit les émotions, etc. Et donc avant que ça n'explose et qu'on puisse plus se lever et que ça n'aille vraiment pas, la méditation, ça aide à ça. C'est une reconnexion en fait. Je trouve, oui. Il est important de préciser pour vos auditeurs que quand on fait de la méditation pleine conscience, ça n'est pas qu'on arrête de penser ou qu'on n'a plus de pensée. C'est quasiment impossible de ne pas avoir de pensée. Pour Bernard Werber, on en a 40 000 par jour. 90% sont identiques à celles de la veille et 90% sont négatives. Donc, c'est-à-dire alors qu'on Bernard Werber, il a surtout étudié des fourmis, docteur. Oui, mais je cite la source. Mais en tout cas, il est avéré qu'on a énormément de pensées par jour, que le cerveau est en ébullition perpétuelle. Et donc, la méditation pleine conscience, ça va être dans la pratique de se concentrer sur une sensation. Ça peut être un son, ça peut être sa respiration, les battements de son cœur si on arrive à les sentir, et de laisser les pensées passer, un peu comme des nuages passeraient dans le ciel, mais sans s'y arrêter. Tiens, on est jeudi soir, qu'est-ce que je vais regarder à la télé ? On ne cherche pas à répondre à la question, paf, ok, j'ai eu cette pensée-là, mais non, si on est jeudi soir, il y a telle série sur TF1, sur France 2, ça doit être envoyé spécial, etc. Non, là, on n'est pas en train de méditer. Mais quand on médite, on va avoir cette pensée. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir ? Ok, je laisse passer. Et puis, il va y avoir une autre pensée. Ça va être une succession, mais on ne focalise pas le cerveau sur les pensées qui viennent. C'est pour ça que, généralement, celui qui accompagne, qui guide la méditation, dit régulièrement au cours de la méditation, si vous avez des pensées qui vous viennent, que vous vous rendez compte que vous êtes égaré, c'est normal, tout va bien. Méditer, c'est pas penser à rien. C'est ça que ça veut dire, c'est important. C'est ça. C'est pas parce que le docteur Mathieu Bernard pense pendant qu'il médite au t-shirt qu'il portera à sa prochaine émission sur Beurre FM que ça vient perturber la méditation. Exactement. On parle de votre t-shirt, Doc, ce matin. Ouais, vous m'aviez réclamé la fois dernière un nouveau t-shirt, donc j'ai trouvé celui-là. Nirvana. Avec les cercles de l'enfer de Dante dans la Comédie divine. Enfin, la Divine Comédie, pardon. Vous verrez sur la vidéo. On va terminer par l'hypnose qui vous réunit tous les deux. L'hypnose, ça a un petit côté magique. Par exemple, on dit on veut s'arrêter de fumer, on va aller voir le docteur Mathieu Bernard. 2 séances et je fume plus. Une seule. Une seule ? Bah oui. En plus, il n'y a pas une séance de rappel. Non. Si besoin. Même la 3e, vous savez, c'est comme un peu Écoutez, Philippe, j'ai 100% de succès, donc c'est pas pour que vous gréviez mes statistiques. Sur le tabac ? Ah ouais. 4 kilos à perdre avant l'été, vous avez combien de pourcents de succès ? Ça dépend de vous. Ah, voilà. Non, mais c'est tout ça pour faire dire aux gens que c'est pas magique. Si vous ne le voulez pas, l'hypnose ne le fera pas à votre place. Après, c'est de l'hypnose. Et l'hypnose, comme la vie, est basée sur les croyances. Donc c'est délicat. Parce que j'ai tendance à dire aux patients que l'hypnose n'est pas une baguette magique. Mais si vous avez quelqu'un qui croit que c'est une baguette magique et que ça va marcher, parfois je me dis, est-ce que je lui fais pas croire finalement que c'est une vraie baguette magique et que je vais faire tout le boulot, alors que c'est lui qui le fera en grande partie.
parce que ça va participer à l'adhésion, en fait. Parce que c'est sa croyance, en fait, c'est ça? Exactement. Anastasia? Oui, chez l'hypnose, je pense que c'est effectivement Pardon? Oui, pensez devant le micro. Je pense devant le micro. Oui. Excusez-moi. Je pense qu'effectivement, il faut une adhésion, il faut une alliance thérapeutique, mais ça dans l'hypnose comme dans toute prise en charge de patient. Donc, et ce qui est intéressant, c'est effectivement c'est que le patient est responsable de son état de santé. Alors, il n'est pas du tout responsable de sa maladie, mais en revanche, il est responsable de sa réaction face à la maladie. On va l'aider pour ça et de son action. Donc, c'est le remettre au centre de sa prise en charge. Je rappelle que vous êtes animatrice du podcast La médecine intégrative. Vous explorez cette médecine intégrative avec différents invités. Où c'est qu'on vous trouve, Anastasia ? Alors, sur l'ensemble des plateformes d'écoute, donc c'est-à-dire Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc., en recherchant la médecine intégrative ou Anastasia Sokolov. Mathieu Bernard, je rappelle que vous avez publié Le cœur, notre autre cerveau aux éditions Larousse. Toujours en vente. Oui, toujours en vente sur les bonnes plateformes, comme on dit. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et très belle journée santé intégrative sur Beurre FM.